Le lieutenant-colonel Guillaume Ancel faisait partie de l'opération Turquoise, nom de code de l'intervention militaire française au Rwanda en juin 1994, en plein génocide. Il était capitaine à l'époque. Son rôle, guider les missiles des avions de chasse français qui devaient bombarder les troupes du FPR. Dans son livre, il livre le témoignage accablant sur le rôle de la France au Rwanda pendant le génocide et surtout dévoile des aspects inconnus jusqu'alors sur l'étendue de la collaboration entre le gouvernement français et le gouvernement génocidaire. Donc là, aujourd'hui, pendant cet entretien, ce que je souhaiterais, c'est parler des décideurs, qui sont essentiellement des décideurs politiques, y compris quelques officiers généraux ou amiraux qui ont pris des décisions politiques en étant très proches du cercle de l'Élysée. Mais les décisions importantes ont été prises à Paris, au sein du gouvernement de cohabitation de l'époque. Donc c'était le président François Mitterrand, c'était surtout Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée, Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, et c'était un gouvernement sous Édouard Balladur. Donc un gouvernement très compliqué, puisque les deux grands partis sont impliqués, et du coup, ils ont eu beaucoup de mal par la suite à reconnaître les erreurs qui avaient été commises à ce moment-là. Or, un des épisodes clés que je raconte dans ce livre, on est dans la deuxième quinzaine de juillet. Techniquement, le génocide est terminé. Il vient de se terminer. Et on a tout vu. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir aucune illusion sur qui a commis le génocide, puisque les forces gouvernementales s'en vantent. Elles n'ont pas osé le faire devant nous, mais elles s'en vantent, elles le racontent à qui veut l'entendre. Or, dans cette deuxième quinzaine de juillet, je reviens une fois sur le camp de Xiangougou, sur lequel on a la base du détachement de la Légion étrangère. Et le commandant adjoint du groupement me demande de détourner l'attention des journalistes parce qu'un convoi d'armes va partir vers le Zaïre. Je suis effaré. J'ai rien le temps de faire, ils me précipitent devant les journalistes, je les occupe, et là je perçois passer derrière eux un convoi de camions, une dizaine de camions à peu près, qui transportaient des conteneurs maritimes et qui partent. Le soir, au briefing, on fait un briefing tous les soirs avec tous les commandants d'équipe. Je pose la question. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce convoi qui est parti et sur lequel vous m'avez demandé de détourner l'attention des journalistes? Et là, les commandants du groupement, donc il y a un commandant qui s'appelle Jacques Augard et son adjoint, essayent de m'expliquer que je les sens très mal à l'aise. Qu'en fait, on livre des armes aux forces armées rwandaises, c'est-à-dire aux forces du gouvernement, en signe de confiance, pour leur montrer que la France n'est pas contre eux et éviter qu'ils se retournent contre nous. Le raisonnement est inepte. D'accord ? C'est pas en réarmant des gens qu'on les rend moins dangereux. Mais surtout, ce qui me gêne considérablement, c'est ce que je leur dis à l'époque, c'est que à ce moment-là, on sait très bien que c'est eux qui ont commis le génocide, c'est eux qui ont commis les massacres. Pourquoi est-ce qu'on leur livre des armes ? D'autant qu'ils sont dans des camps de réfugiés, et nous sommes sous embargo humanitaire. C'est juste strictement interdit ce qu'on est en train de faire. Et ils stoppent la conversation. Mon sentiment, encore une fois, c'est qu'évidemment, c'est pas eux qui ont décidé de ça. Ils n'en avaient même pas le pouvoir, et puis s'ils l'avaient eu, je ne suis pas persuadé qu'ils l'auraient autorisé. Ce sont des livraisons qui n'ont pu être autorisées qu'avec le plus haut niveau de décision de l'État français. Voilà. Et je pense que ce sont des armes qui ont été livrées avant ou pendant le génocide, mais dans la débâcle des forces armées gouvernementales, ils les ont manifestement laissées dans la zone que nous contrôlions, la zone dite humanitaire sûre, qui n'était au passage sûre que pour les forces gouvernementales qui venaient de commettre le génocide. Et du coup, nous avons pris peur, les Français, que les soldats du FPR, du Front patriotique rwandais, trouvent ces armes, et surtout des indications qui leur montreraient qu'il y a eu des livraisons, y compris pendant le génocide. Donc on les évacue vers le Zaïre et on les transporte dans des camps de réfugiés. Ça veut dire que, si je résume, on a livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés alors qu'on était sous embargo humanitaire. Voilà. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont totalement inacceptables. Et c'est sans doute ce qui explique que même 25 ans après, les archives du rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda restent bouclées.
Il y a 4 ans, quand j'ai commencé à témoigner sur le sujet, le président François Hollande, pour clore le débat, a dit en 2015 « Nous allons ouvrir les archives ». Et comme il l'a souvent fait en France, il l'a dit et surtout, il s'est empressé de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que je pense que dans les archives, malheureusement, il y a tout qui démontre que ça n'a jamais été l'opération humanitaire qu'on a décrite. Ça a été un camouflage. Bien sûr que nous avons fait un peu d'humanitaire, mais la vraie raison de notre venue, c'était de remettre en place le gouvernement que nous avions soutenu pendant 4 ans, car je rappelle que depuis 1990, de 90 à 94, nous n'avons cessé de soutenir ce gouvernement. On est revenu pour le remettre en place. Ça, c'est le premier ordre d'opération que j'ai reçu. Avant même de quitter la France, j'ai reçu à Nîmes. Nous devions mener un raid terrestre pour remettre en place le gouvernement à Kigali. D'ailleurs, c'était la raison de ma présence, puisque moi, je le rappelle, j'étais un spécialiste du guidage des frappes aériennes, et je ne vois pas très bien en quoi on aurait eu besoin de frappes aériennes dans une mission humanitaire. On est parti avec les unités les plus entraînées de l'armée française, avec des avions de combat qui étaient basés à Kisangani, au Zaïre, c'était clairement avec une intention guerrière. Enfin, c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour le comprendre. La deuxième chose, c'est que quand tardivement, sans doute pas avant le 1er juillet, dans cet épisode que je raconte aussi dans le livre, sur lequel on veut aller se battre contre le FPR, alors qu'en même temps, il y a le drame de Bicécero, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne après. Seulement à ce moment-là, donc ça fait déjà 8 jours qu'on intervient, on doit être très tard dans le génocide, on est pratiquement aux 3/4 du génocide. On renonce à remettre en place le gouvernement génocidaire, et à ce moment-là, on crée la zone humanitaire sûre. Et ce qui est effarant, c'est qu'à ce moment-là, on a protégé la fuite des génocidaires, et on les a vus passer avec un bagage tranquillement, pendant que l'armée française les protégeait contre leurs ennemis, qui étaient les soldats du FPR. Mais en plus, on les a laissés commettre l'exode de leur population. Et ça, et même tu l'as vu en passant à Goma, l'épidémie de choléra qui a fait 100 000 morts supplémentaires, parce que nous n'avons pas empêché ces criminels de nuire. On les a raccompagnés à la frontière, on a protégé leur fuite, alors qu'on connaissait leurs crimes à ce moment-là. Et enfin, dans la dernière quinzaine de juillet, ce que je viens de raconter, on leur a livré des armes. Ça veut dire que la France a soutenu un gouvernement qui dérivait totalement vers le génocide pendant 4 ans. Et on l'a vu, parce que mes camarades qui étaient instructeurs là-bas, ou qui souvent d'ailleurs participaient directement au combat, ils l'ont vu. Le général Varé, quand il est revenu en France, un homme de la coopération, quand il a dit, attention, le gouvernement qu'on est en train de soutenir a une tendance évidente au génocide, ils sont devenus fous, il a été écarté, il a été sanctionné. Et pourtant, je pense qu'on a vu cette préparation du génocide. Quand le génocide a eu lieu, on n'a rien trouvé de mieux que de venir aux côtés des génocidaires, de protéger leur fuite, et enfin, quand le génocide a été terminé, on a continué à leur livrer des armes. Ça, pour moi, c'est totalement inacceptable. Mais ce qui est terrible, c'est que depuis 25 ans, la France cache aux Français ce qui s'est passé en faisant croire que c'est une intervention humanitaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle boucle les archives. Sinon, si ça avait été réellement une opération humanitaire, on devrait être trop content que chercheurs, historiens, le mémorial des rescapés puissent accéder à toutes ces archives. D'avoir menti aux Français de cette manière est irresponsable. Parce qu'en plus, ça sous-entend qu'on accepte que de telles erreurs puissent être commises à nouveau et que ceux qui ont pris les décisions peuvent échapper à toute responsabilité. Enfin, la dernière chose que je souhaiterais mentionner, c'est que quand j'ai voulu témoigner publiquement, j'ai toujours parlé du Rwanda. Mais j'ai témoigné publiquement depuis 4 ans. En 2014, quand je commence à témoigner publiquement du Rwanda, parce que je comprends que la politique de la France sur le sujet, c'est de porter un couvercle de plomb sur ce sujet. Le Rwanda, c'est le Tchernobyl des relations extérieures de la France, dans les années 90. Et donc, quand je comprends qu'on est dans le déni total de réalité, je commence à témoigner publiquement. Et là, on exerce sur moi des pressions de plus en plus fortes pour me faire taire. Et ça, c'est idiot, puisque c'est ça qui m'a permis de comprendre que c'était
ça n'était pas possible de continuer comme ça, qu'il fallait absolument le faire. On ne va pas, ma génération qui a participé à ce drame, ne va pas disparaître sans avoir dit la réalité. Ça n'est pas possible. Qui vous menace actuellement? Alors je pense que maintenant que le livre est publié et que mes témoignages sont devenus ineffaçables, ça ne présente aucun intérêt de me menacer. Mais on a exercé des pressions sur moi. Alors d'abord on a essayé de me convaincre, bien sûr, puis après on m'a fait comprendre que ça pouvait être particulièrement dangereux, et enfin on m'a menacé. C'est pas la peine que je le détaille, ce que je note simplement, c'est que dans une démocratie au XXIe siècle, qui donne des leçons au monde entier, de tels agissements sont absolument inacceptables aussi. Enfin, on n'est pas au Panama, c'est pas possible qu'on l'accepte plus longtemps, et de toute façon c'était la dernière façon d'essayer de me faire taire. Voilà, donc je laisse ce sujet sur le côté, je dis simplement que si j'ai publié ce témoignage complet, et sur lequel je m'engage personnellement, puisque je l'écris à la première personne du singulier, c'est que justement pour que mon témoignage ne puisse pas être effacé, et que le silence ne devienne pas amnésie. Et c'est quel genre de menace en fait, les natures de ces menaces? Bon, je ne souhaite pas en dire plus sur le sujet parce qu'il y en a eu de toutes sortes. J'ai eu des menaces professionnelles, j'ai eu des menaces physiques, j'ai eu des menaces judiciaires. Voilà, tout ça n'a plus d'intérêt puisque de toute façon, mon témoignage maintenant, il est publié, il est disponible partout. J'invite les gens à le lire s'ils veulent se faire leur propre opinion et qu'ils estiment qu'il n'est plus possible qu'on leur dise ce qu'ils doivent penser du sujet. Je les invite simplement à lire ce témoignage où, encore une fois, je n'ai raconté, aimable, que les opérations auxquelles j'ai participé. Donc, je n'ai pas relayé des histoires, je n'ai pas élucubré sur le sujet du Rwanda, je dis ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait est totalement incompatible avec la version officielle qui est servie aux Français depuis 25 ans. Donc, je ne dis pas que ce que je raconte est une leçon d'histoire sur le Rwanda, je dis simplement qu'avec ce morceau de réalité-là, il n'est pas possible de continuer à mentir sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Alors Guillaume, sur Bicécéro, qu'est-ce qui s'est passé? Les Tutsis qui ont été abandonnés, tués là-bas. Oui, alors je rappelle que Bicécéro, ça se déroule du 27 au 30 juin. Il y a des milliers de rescapés Tutsis qui sont réfugiés dans les collines de Bicécéro. Il y a une équipe de reconnaissance des forces spéciales françaises qui les trouve. Ils sont interloqués de voir dans quel état ils sont. C'est évident que ce pas des espions du FP, ce sont vraiment des rescapés qui sont dans un état lamentable, qui sont couverts de blessures, qui sont entourés de charniers. Et là, les équipes reçoivent l'ordre de ne pas rester avec eux, de ne pas les secourir, parce qu'en réalité, ça n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de trouver les soldats du FPR pour les combattre. Du coup, ils les laissent pendant 3 jours. Pour moi, Bicécéro, c'est emblématique de l'ambiguïté de l'opération turquoise. On affiche dans le monde entier, on a un mandat de l'ONU, qu'on intervient pour faire cesser les massacres, et donc pour s'occuper des rescapés. On trouve des rescapés et on les laisse. Et en plus, ça me touche particulièrement parce que j'étais là et que je n'ai pas été mobilisé pour Bicécéro. J'explique. Le 27, l'unité de Légion étrangère dans laquelle je suis intégré est au complet. Elle est à Goma. On attend une mission, puisque la mission précédente, le raid sur la capitale, a manifestement été abandonné. On a même supprimé les ordres, tellement on avait peur que ça se sache. Donc on sentait bien qu'il y avait une grande gêne autour de cette opération. Donc on attend. On reçoit l'ordre seulement pour le 28 de se déplacer au sud du lac Kivu, à Bukavu. Et on s'installe le 28 à Bukavu, sur le petit aéroport de Bukavu, donc on est juste en face du PC des forces spéciales. Or, eux, ils sont en train de traiter Bicécéro, puisque les rescapés ont été découverts le 27. Et on s'installe, l'arme au pied, et on attend. Notre unité de combat à la Légion étrangère, elle est plus importante en nombre que tout le détachement des forces spéciales. Il y a plus de 150 légionnaires qui sont très aguerris, parfaitement entraînés, très bien équipés. Mais à aucun moment on n'a été mobilisé pour Bicécéro. Pourtant, Bicécéro se passe là à quelques dizaines de kilomètres. On est gardé en réserve. On est gardé en réserve le 28, le 29, le 30.
on n'est même pas mis au courant du fait que les forces spéciales avaient trouvé des rescapés et que peut-être il faudrait au moins qu'on se prépare à une action. Pourtant, notre unité aurait été parfaitement adaptée pour sécuriser une zone et il n'y a pas un milicien ou un de ces tueurs des forces gouvernementales qui aurait osé approcher d'une zone tenue par la Légion étrangère. Mais pas du tout. On n'est pas mobilisé pour aller secourir les rescapés de Bicécero. On est mobilisé le 30 au soir pour aller stopper le FPR à l'est de la forêt Nyungwe. Donc toute la compagnie est envoyée là-bas et moi on me demande de les rejoindre le lendemain matin, c'est le 1er juillet, en hélicoptère pour aller déclencher les frappes aériennes. Parce qu'on estime que les soldats du FPR, ce sont des vrais soldats, vont arriver très vite, ils sont rapides et bien commandés, et par conséquent, on ne peut les stopper qu'avec une action guerrière particulièrement violente. Donc on a des avions de chasse qui sont arrivés de Kisangani au Zaïre, et nous, on décolle le 1er juillet matin pour aller déclencher les frappes aériennes pour les stopper. L'ordre est annulé in extremis, c'est-à-dire que les hélicoptères sont déjà au décollage, les avions de chasse sont au-dessus de nos têtes, ils attendent l'ordre de tirer. Et j'ai appris plus tard que l'ordre avait été annulé directement par le PC, qui est sous l'Élysée, le poste de commandement, qu'on appelle Jupiter, parce que je pense que seulement à ce moment-là, l'Élysée a pris conscience que d'un côté, il y avait Bicécero. Pendant 3 jours, on a abandonné des rescapés à leur sort, alors qu'on était censé être là pour les secourir. Et que de l'autre côté, on allait rentrer dans une action de guerre particulièrement visible, surtout à partir du moment où il y a des frappes aériennes, c'est un peu difficile de dire que c'est un accident, et qu'on allait exposer à l'opinion internationale qu'en fait, on était en train de soutenir un gouvernement génocidaire. Donc je pense que seulement à ce moment-là, l'Élysée a pris conscience que ce qu'elle faisait risquait de faire clouer la France au banc des nations et accuser de complicité de génocide. Donc, ils arrêtent tout le 1er juillet matin, et le 30, les forces spéciales sont obligées d'abandonner leur mission principale pour s'occuper des rescapés de Bicécero. Je tiens à préciser, puisque ça n'a pas été assez écrit, moi je l'évoque dans mon livre, que c'est un de mes camarades qui a décidé, sans le dire, de ne plus obéir. C'est lui qui a fait en sorte qu'on retrouve les rescapés de Bicécero en se perdant. Alors, je peux vous assurer que son équipe n'est pas le genre d'équipe qui se perd, puisque leur métier c'est de guider les autres. Donc ils se sont perdus, ils ont emporté ce qu'il fallait en termes de radio pour pouvoir prévenir le monde entier qu'on avait trouvé des rescapés, et c'est comme ça que les Français ont été obligés d'aller secourir les rescapés. Encore une fois, je pense que c'est un épisode qui est parfaitement emblématique de l'ambiguïté française, c'est-à-dire que les soldats qui sont là, ce sont des soldats professionnels. Ils font bien leur métier. Quand ils trouvent des rescapés, ils essayent de s'en occuper. Mais quand ils reçoivent l'ordre de les laisser, parce qu'en réalité, la mission, c'est d'aller s'opposer jusqu'au bout aux ennemis des génocidaires. Ils sont déchirés en permanence entre la loyauté à des ordres qui sont débiles et odieux, et puis leur humanité et leur sens des responsabilités, qui est évidemment de s'occuper des rescapés. Et Bicécero, c'est exactement la représentation de ce déchirement, des hésitations de l'armée française qui, par professionnalisme, aurait voulu s'occuper des rescapés, et parce qu'elle en avait reçu des ordres, et les ordres venaient très haut, hein. C'est pas le général Lafourcade qui commandait l'opération qui a donné cet ordre, hein. Pour moi, les ordres sont arrivés directement de l'Élysée. On dit non, c'est pas ça votre mission. Votre mission, c'est de stopper le FPR. Maintenant, si on se pose une minute et qu'on prend un tout petit peu d'altitude, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un pays du côté des génocidaires? Qu'est-ce qui se passe quand on les laisse continuer à commettre leurs crimes et leurs massacres, même si ce n'est pas sous nos yeux, alors qu'on est à côté d'eux? Qu'est-ce qui se passe quand on essaye de les protéger de leurs ennemis? Qu'est-ce qui se passe quand on protège leur fuite et qu'on les réarme? Eh bien ça, en termes de qualification judiciaire, ça s'appelle de la complicité. Voilà. Et c'est ça qui est inacceptable. C'est que par notre comportement, qui, à mon sens, n'a jamais été de participer à un génocide. J'imagine pas un décideur français se disant « Ah, formidable, on va pouvoir participer enfin à un génocide ». Mais par notre comportement, par les ordres qu'on nous a donnés, c'est-à-dire par les décisions politiques qui ont été prises, la France s'est retrouvée en situation de complicité. Et comme elle n'a pas voulu le reconnaître, elle s'est enfermée dans une mission inavouable, dans l'inavouable. C'est-à-dire que cette histoire est devenue indicible. Alors on a bouclé les archives, et depuis 25 ans, on a construit un espèce de village Potemkin pour faire croire à tout le monde qu'on a monté une mission, alors que ça n'est qu'un décor.
La mission humanitaire, bien sûr qu'elle a été conduite. Mon unité légionnaire, quand elle a reçu l'ordre de protéger le camp de réfugiés de Nyarushishi, il y avait presque 10 000 rescapés, il n'y a pas un milicien qui osait approcher. Mais ça n'était pas notre mission initiale, et surtout, ces missions-là qui ont eu lieu, elles ont camouflé l'intention réelle de la France, qui a toujours été d'une ambiguïté totale, puisque même après le génocide, on a continué à soutenir ce gouvernement qui en était pourtant à l'origine. C'est incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, sur Bicécéro, je devrais mentionner le fait que sur place, nous n'avons jamais été informés qu'il y avait eu ce drame. C'est-à-dire que nous avons été uniquement missionnés pour aller nous battre contre le FPR, alors qu'on aurait dû être immédiatement au moins mis en alerte pour aller protéger les rescapés. Ça montre bien quelle était la réelle politique qui était suivie par la France. Voilà. Moi, j'ai appris Bicécéro des années après. D'abord, j'étais très étonné. Puis ensuite, quand j'ai compris qu'en fait, nous étions là et que nous aurions pu agir et qu'on nous a laissés sur le côté, parce que la mission n'était encore une fois non pas de protéger les rescapés, mais de stopper les ennemis des génocidaires, je me suis dit, mais c'est dramatique. Enfin, voilà, comment on a pu faire une chose pareille? Avez-vous en mémoire une preuve justifiant concrètement le contrôle effectif exercé par les personnalités politiques françaises au commandement de l'opération turquoise, particulièrement concernant l'implication des forces de l'opération turquoise dans le génocide? Alors, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'unité française qui a participé au génocide. Et je pense d'ailleurs que mes camarades auraient refusé. Mais ce qui est clair, c'est que notre complicité, elle vient du soutien qu'on a apporté aux génocidaires. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de Turquoise. Dans un premier temps, on rentre sur le territoire à côté des génocidaires. Si je faisais un parallèle, c'est comme si le corps expéditionnaire français qui arrivait d'Afrique du Nord à la fin de la Deuxième Guerre mondiale s'était installé à côté des troupes nazies en France, en disant on va voir ce qui se passe. Je veux dire, personne ne l'aurait compris ni accepté. Ensuite, quand on protège la zone humanitaire sûre, en fait on la protège de qui? On la protège du FPR. On ne la protège pas des génocidaires, des miliciens. Alors, j'inclus dans les génocidaires, qu'on soit clair, toutes les forces qui sont pilotées par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a les forces armées rwandaises, il y a les gendarmes, il y a les miliciens. Or, les trois sont quasiment les mêmes. Moi, j'ai pratiquement jamais vu de soldats des forces armées rwandaises en uniforme et en unité constituée. La plupart du temps, ils étaient débraillés, armés jusqu'aux dents, c'était des miliciens. Donc il y avait une étroite implication entre les trois, comme l'ont vu mes camarades à Bicécéro, qu'ils ont vu arriver, qui chassaient les rescapés dans les collines de Bicécéro, des gendarmes, des soldats du gouvernement et des miliciens. Donc quand je parle de force gouvernementale, je parle de toutes les forces qui étaient au service de ce gouvernement génocidaire, tout le monde. Et quand on raconte, quand on essaye de nous faire croire que c'était simplement un massacre de voisinage, bien sûr que les voisins ont participé, mais l'organisation, le pilotage, la conduite des massacres a été soigneusement organisée et préparée par le gouvernement. Or, ce gouvernement, c'est nous, Français, qui l'avons soutenu. Nous l'avons soutenu avant, nous l'avons soutenu pendant le génocide. Il y a des membres de ce gouvernement qui viennent en voyage officiel en France, qui sont reçus à l'Élysée. Vous vous rendez compte? C'est comme si on avait reçu des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour discuter avec eux. C'est complètement fou. Enfin, c'est inimaginable ce qu'on a fait. Et une fois que le génocide est terminé, il y a quelqu'un à l'Élysée, avec la complicité du gouvernement, parce que c'était impossible pour eux de faire tout ça, qui décide de faire livrer des armes à ces génocidaires dans des camps de réfugiés pour qu'ils puissent continuer leur combat. Ça a ensanglanté tout l'Est du Zaïre pendant 20 ans. Mais voilà, rien que ça, c'est-à-dire les opérations auxquelles j'ai participé, pour moi c'est la preuve que la France, malheureusement, est impliquée dans le génocide des Tutsis au Rwanda, sachant que c'est sans doute le seul génocide qu'on aurait pu éviter. C'est le dernier génocide du XXe siècle, c'est le seul qu'on aurait pu éviter compte tenu de notre présence, de notre place et de l'importance du soutien qu'on a apporté à ce moment-là au Rwanda, on aurait pu l'éviter. Or, le choix qu'on a fait est dramatiquement une erreur. C'est-à-dire qu'on s'est complètement trompé. Et alors, c'est là où vous avez tout l'aspect, pervers de cette période de cohabitation, c'est que si en France, il y avait eu un grand parti au pouvoir,
l'autre aurait fait levier. Quand il y aurait eu une alternance politique, il se serait fait un plaisir d'ouvrir les archives et de le mettre en difficulté en disant « Regardez les erreurs fatales que vous avez commises ». Mais comme nous étions au gouvernement de cohabitation, les deux grands partis français qui sont partagés le pouvoir pendant 40 ans se sont retrouvés dans la même erreur. Et donc, ils l'ont partagé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se tiennent par la barbichette tellement ils ont peur que l'autre dévoile ce qui s'est passé en réalité. Alors, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la France s'est lourdement trompée. Et surtout que la France l'a caché aux Français, l'a caché à toute la communauté internationale, alors que cette opération a été menée en notre nom.